Alors, bienvenue à cette conférence qui continue à traiter de l'omnicanalité. Vous avez tous compris que ce Logismed était placé sous le signe de l'omnicanalité et on essaye de l'explorer à travers ces différentes conférences sous différents axes. Donc hier, on a parlé d'omnicanalité et de digitalisation. Ce matin, on a parlé d'omnicanalité, de commerce extérieur et on a vraiment balayé large toutes les problématiques et je vois certains visages qui étaient déjà là. Et là, on va essayer de se concentrer cet après-midi sur l'entrepôt. Mais en préparant cette conférence et en discutant avec les différents panélistes, on s'est dit qu'il faudrait probablement faire un petit pas en arrière et commencer à traiter de l'omnicanalité, de la réalité de l'omnicanalité au Maroc et d'une manière générale. Et puis ensuite, on se concentrera vraiment sur l'entrepôt. Donc avec nous cet après-midi, nous avons Kamal Shraibi. Kamal qui est associé, fondateur du cabinet GCL de conseil GCL Africa. Et vous voyez que je ne vais pas les prendre dans l'ordre, je vais les prendre dans l'ordre de ma fiche. Nous avons Bruno Coste, qui est CEO et founder d'Adameo, qui est aussi un cabinet de conseil. Nous avons Laurent Magérus, qui est serial entrepreneur, il l'aime pas, de la supply chain, mais surtout CEO de CE-Log. Nous avons Nabil Septi, qui est DG de Darkstore, mais aussi serial entrepreneur dans le monde du e-commerce. Et enfin, nous avons Mohamed Edouaji, qui lui est directeur logistique groupe d'AutoPlus, et qui nous racontera son expérience de mise en place d'un entrepôt multicanal au Maroc. Pour ma part, je suis Patrick Remord, je m'occupe de l'industrie et de la logistique chez JLL et je fédère l'ensemble des métiers de JLL autour des projets de transformation de la supply chain, donc du conseil en supply chain, du conseil en immobilier d'entreprise, du conseil en finance. On essaie de financer les entrepôts et en assistance à maîtrise d'ouvrage, on les construit, les entrepôts. On va y aller. Ma première question, elle est pour Nabil. Nabil, l'omnicanal au Maroc, c'est une réalité aujourd'hui ou c'est encore un mythe ou quelque chose en devenir? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la question, Patrick, parce que je pense que ça va nous permettre de planter un peu le décor. C'est vrai que l'omnicanalité, c'est un sujet qui est un peu tendance, un peu à la mode depuis quelques années. Et c'est toujours bien de le ramener à la réalité de l'environnement dans lequel on évolue. Et pour répondre depuis Tambla à ta question, à ma connaissance, il n'y a pas d'opérateur qui, aujourd'hui au Maroc, ni même dans la région, pour élargir un petit peu, ait mis en place une réelle stratégie d'omnicanalité, que ce soit d'un point de vue marketing ou que ce soit d'un point de vue logistique. On va parler que de logistique aujourd'hui, je vous rassure. Au mieux, trouve-t-on quelques opérateurs qui, il y a quelques années, ont entamé une stratégie dite multicanal et qui, avec le temps, l'ont peut-être un peu poussé. On peut citer des opérateurs comme Marjan, par exemple. Et la multicanalité, ce n'est pas l'omnicanalité. C'est d'ailleurs une des meilleures manières de définir l'omnicanalité, c'est de dire ce qu'elle n'est pas, plutôt que de dire ce qu'elle est. Et elle n'est pas la multicanalité. La différence fondamentale entre les deux, c'est que dans la multicanalité, vous avez plusieurs points de contact avec votre client, plusieurs points de vente, canaux de vente, mais chaque canal a sa propre supply chain et vit indépendamment de l'autre. Là où l'omnicanalité, ça va être d'interconnecter le tout. On n'est plus sur des canaux les uns à côté des autres, mais on est sur une synergie, une convergence de tous ces canaux-là qui ramène un peu l'expérience client dans les entrepôts. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Laurent, si tu veux compléter au Maroc, ton expérience multicanal, omnicanal? Alors, merci pour cette question. Mon expérience omnicanal, on va dire, c'est effectivement dans la logistique e-commerce depuis maintenant, on va dire 4-5 ans. On avait commencé un petit peu plus tôt avec Nabil en 2012. J'ai pas vu grand-chose évoluer. Aujourd'hui, il y a des startups qui sont nées au Maroc.
qui sont poussés par des fonds d'investissement, mais en termes on va dire de process, d'expérience client, voilà, j'ai pas forcément encore vu quelque chose de probant au Maroc. Okay. Kamal, toi, t'as un pied des deux côtés de la Méditerranée. T'as des activités au Maroc, t'as beaucoup d'activités également en France, en Europe. Les projets omnicanaux du côté européen, tu les vois? Oui. Bon, donc déjà bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce que viennent de dire mes collègues, je suis assez d'accord avec eux sur le fait que en 10 ans, ça fait 10 ans qu'on parle d'omnicanalité à la fois au Maroc et à l'étranger. Il se trouve que moi, je remarque qu'il y a pas eu beaucoup d'évolution au Maroc et je pense qu'on aura l'occasion de se poser la question pourquoi, parce que c'est ça qui est important finalement. En ce qui concerne l'Europe et la France notamment, on a la chance de pouvoir participer à de nombreux projets sur des sujets d'omnicanalité. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en fonction des secteurs d'activité, c'est vraiment une réalité aujourd'hui. Je vais prendre le secteur du textile, par exemple, donc les retailers textiles. Aujourd'hui, on parle de 3 canaux de distribution qui sont bien en place. On parle du retail, donc les chaînes de magasins. On parle du wholesale, donc les distributeurs. Et on parle du digital ou du e-commerce. Et tout ça est réellement interconnecté, comme tu disais, Nabil. Les entrepôts ont été pensés pour pouvoir justement travailler sur ces 3 flux. On va en parler plus tard. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est réellement une réalité et qu'on est sur des chiffres très probants. Typiquement, pour rester dans le secteur que je viens de citer, aujourd'hui, la plupart de nos clients dans ce secteur-là font 30% de leurs chiffres sur le e-com, par exemple, dans le textile. Ok, merci Bruno. Ton retour d'expérience également France-Europe sur le sujet et peut-être ton actualité, parce que je t'ai présenté Adameo, mais il y a de l'actualité brûlante. Bonjour à tous. Donc juste, je vais prendre 2 minutes pour présenter Adameo, parce que nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de la supply, basé plutôt en France. Donc nous intervenons un tout petit peu au Maroc, nous sommes intervenus un tout petit peu au Maroc. Donc c'est un cabinet que j'ai créé il y a une dizaine d'années, et dont l'objectif c'est justement d'accompagner ses clients dans la mise en œuvre de leur stratégie supply, et en y associant toute la partie système d'information, donc digital, et toute la partie RH, qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Et donc, on intervient chez nos clients sur la définition de leur schéma directeur et jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle, en fait, de ce schéma directeur suivant les 3 volets que je viens d'évoquer, la partie métier, la partie SI, la partie RH. Et en fait, l'essentiel de nos clients aujourd'hui sont des retailers ou des e-commerçants ou des prestataires logistiques. Donc, c'est vrai que ça fait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires. Et Adameo vient d'être vendu, donc j'ai revendu notre activité un cabinet mondial que vous connaissez très certainement qui s'appelle Ernst & Young, donc surnommé EY, voilà, depuis le mois de mars 2023. Et donc l'objectif maintenant, c'est de pouvoir développer la vision que portait Adameo au sein de l'entité Europe, EY, en portant haut et fort les couleurs de la logistique, de la supply et des systèmes d'information. Voilà. Félicitations donc, pour ça. Merci. Et donc ce que tu vois en omnicanalité aujourd'hui? Voilà. Alors donc c'est pour ça que je faisais un petit focus sur la partie retail, Presta, Log et e-commerçant. En fait, ce qu'a dit Kamal, on le vit depuis un certain nombre d'années. Ce qu'a dit Nabil également, c'est-à-dire qu'il y a 7-8 ans, on a mené des missions pour des clients retailers textiles qui travaillaient sur du multicanal. Donc il y avait 2, alors là en l'occurrence on parlait pas de resell à l'époque, on parlait plutôt de magasins et de e-com, 2 entités distinctes, supply, 2 organisations supply, 2 typologies d'entrepôts, 2 directeurs supply, 2 directeurs des systèmes d'information, 2 systèmes d'information. Voilà, et aucune connivence, aucune interconnectivité entre les 2 systèmes. Et de plus en plus, en fait, le type de mission qu'on a été amené à traiter depuis ces dernières années, c'est justement voir de quelle façon est-ce qu'on pouvait merger les 2, de quelle façon est-ce qu'on pouvait, d'un point de vue change, parce que ça, je pense que c'est important, c'est remettre le client, en fait, au cœur des problématiques et faire en sorte que nos clients puissent répondre à leurs promesses clients. Parce que on parle de consommateur, et donc on aime à dire qu'en fait, le consommateur est devenu un consomme-acteur. Il est devenu lui-même acteur de son propre parcours d'achat. Et de fait, il a fait bouger un peu les organisations, les supply,
pour faire en sorte que ces supplies s'adaptent en fait à son besoin. Je veux ma paire de godasses, ma paire de chaussures dans 1 heure, je vais aller la chercher à 500 mètres de chez moi. C'est quelque chose qui aujourd'hui paraît assez commun, mais qui il y a quelques années en arrière ne l'était pas du tout. Et donc les supplies ont été obligés de s'organiser par rapport à cette réponse client et remettre le client, je dirais, au cœur en fait des prérogatives et faire en sorte justement de développer cette organisation et donc cette omnicanalité. Ok, donc finalement vous êtes tous d'accord là. On se dit au Maroc on n'y est pas encore, en Europe on y est, en France on y est, et c'est notre quotidien. Mohamed, chez AutoPlus, pour soutenir la stratégie de croissance, avec l'ouverture de nouveaux canaux, c'est ce que j'ai compris, il y a eu un vrai projet. Et donc, votre réalité chez AutoPlus, c'est quoi? C'est plutôt multicanal? C'est bientôt omnicanal? Vous en êtes où? Bonjour. Permettez-moi d'abord de présenter AutoPlus. Donc, AutoPlus, c'est un groupe d'importation et de distribution des pièces de rechange pour l'automobile. Donc, il y a 3 filiales. Maghreb Accessoires, qui vient de fêter ses 75 ans. Donc, pour les véhicules légers, toujours pièces de rechange. La société Pierre Lambert, pour les pièces de rechange du poids lourd, qui a maintenant 90 ans. Et une société récemment créée en 2019 quand même, donc GAP, German Auto Parts, pour les véhicules allemands. Donc c'est ça notre périmètre d'activité. Donc par rapport à la question, donc multicanalité, oui. Donc on a mis en place les canaux souhaités par nos clients, c'est-à-dire il n'y a plus la méthode classique, un représentant commercial qui se présente et qui visite nos clients avec un planning étalé sur 2-3 mois. Donc maintenant, on a les différents canaux, donc un CRM, un B2B, on a la possibilité d'appeler un call center avec un système Genesis développé. Donc, il y a aussi la possibilité de commander via les réseaux sociaux. On utilise aussi le chat professionnel par WhatsApp ou voilà. Donc, ça, c'est pour la multicanalité. Oui, on est cross-canal. Ça veut dire on peut basculer d'un canal à un autre facilement. Ça veut dire un client qui a passé une commande via le call center, il peut venir la chercher du point de vente le plus proche. Ça, oui. Mais si on parle d'omnicanalité, donc on l'a inscrit dans notre plan de développement stratégique il y a quand même des années. Et on y tend, voilà. Okay. Donc, on essaie le maximum possible d'offrir à nos clients cette expérience d'achat fluide et transparente. On n'est pas encore au top, mais on y arrive. Okay. Voilà. Donc, si je fais un premier point d'arrêt, et là, je m'adresse à vous, la salle. Si vous avez des questions, c'est le moment. Parce que là, on s'apprête à basculer sur les répercussions sur l'entrepôt. Donc, si vous avez des questions sur la différence entre multicanal, cross-canal, omnicanal, c'est le moment, parce que c'est juste fondamental. À partir du moment où vous ne posez pas de questions, je considère que c'est bon et on avance. OK ? Donc, des questions ? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, une question. Au temps nécessaire pour passer du multicanal à l'omnicanal et le coût. Ça, c'est une belle question. Kamal. C'est une question à laquelle, malheureusement, je n'aurai pas de réponse. Non, mais plus sérieusement, Sinordine, je dirais que le passage ne peut se faire qu'à partir du moment où on passe un certain nombre d'étapes. Je pense qu'on va en parler juste un peu plus tard. Après, pour ce qui est et donc, le temps est finalement fonction de la maturité de l'entreprise, de la maturité du marché, de la maturité du client. Il y a tout un tas de paramètres qui font qu'on peut aller plus ou moins vite. On en a parlé un peu plus tôt. Ça prend un peu plus de temps chez nous, et pour des raisons dont on va discuter, c'est aller très très vite pour certains acteurs à l'étranger. Il y en a même qui se sont créés
de toutes pièces avec ce nouveau paradigme de l'omnicanalité. Et pour ce qui est du coût, c'est forcément aussi lié au temps et à l'énergie qu'on va y mettre. Donc, vous donner une réponse sur combien ça peut coûter en combien de temps, assez compliqué à répondre, mais je pense que ce qu'on va venir faire dans les prochaines étapes justement de cette conférence, c'est vous donner des éléments qui vont venir, comment dirais-je, nourrir cet échange et cette discussion. Nabil, tu voulais compléter? Merci. Oui, alors je ne vais pas vous donner une réponse plus claire et plus précise parce que forcément le temps et le coût dépendent d'un certain nombre de paramètres, l'industrie dans laquelle vous êtes, la maturité de votre entreprise, etc., etc. En revanche, la manière dont vous avez posé la question, ça m'a interpellé. Et je voudrais insister, en tout cas de mon point de vue, l'omnicanalité n'est pas une finalité. Ce n'est pas une obligation. L'omnicanalité, c'est pas mieux que la multicanalité. C'est une autre stratégie. Et c'est très important que cette stratégie-là, si un jour vous y songez et que vous voulez la déployer, elle doit répondre à des objectifs. Alors, très souvent, on opère des entreprises, hein, on a des objectifs de rentabilité. C'est que d'une manière ou d'une autre, soit ça va vous permettre de plus vendre, soit ça va vous permettre d'être plus efficace dans la manière dont vous vendez. Mais il faut certainement pas le voir comme une finalité, une obligation, un stade de maturité à atteindre. Il y a des entreprises qui n'ont pas fait le pas, et il y a une raison pour laquelle elles n'ont pas fait le pas, c'est que ça se passe très bien comme elles le font, elles ont jugé, parce qu'il faut aussi comprendre qu'avec l'omnicanalité, et je vais m'arrêter, Patrick, je te rassure, il y a une multiplication des flux, et cette multiplication des flux, elle n'est pas anodine. Elle apporte son lot de complexité, parfois une explosion des coûts. On va peut-être parler aussi de l'impact sur l'environnement à un moment de cette table ronde. Et donc, c'est pas toujours une bonne solution. Parfois, ça l'est, mais parfois, ça ne l'est pas. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Merci. Si Mohamed, chez vous, dans le groupe, vous disiez que la stratégie, elle est omnicanal à terme, donc le positionnement est clair. Et sur le chemin, vous en êtes où? Donc, par rapport à ça, donc on est en train de travailler sur plusieurs aspects, surtout la partie digitalisation. Donc maintenant, on a investi sur le WMS, le TMS, un système de prévision et planification. Donc comme ça, pour pouvoir assurer la disponibilité, ça c'est très important, sur les différents canaux. Donc comme ça, et que ça soit, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça soit d'une façon transparente, en temps réel. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a aussi la partie optimisation des flux à l'intérieur de nos entrepôts, et aussi la partie livraison, l'optimisation des délais de livraison qu'on est en train de travailler aussi. Alors, ça, c'est très intéressant ce qu'il nous dit. J'ai l'impression, alors vous allez me corriger si je dis des bêtises, ok? Mais ce que je comprends, c'est que dans ce groupe-là, ils ont mis en place toute l'infrastructure nécessaire pour devenir omnicanal. Et ils n'ont pas commencé par le marketing. Ils n'ont pas commencé par le parcours client. Ils se sont dit, on va créer les fondamentaux. Et un des fondamentaux que je note là, c'est le stock en temps réel. On en reparlera tout à l'heure, mais la difficulté, une des difficultés principales de la mise en œuvre de l'omnicanal, c'est bien la visibilité des stocks en temps réel. Surtout quand vous démarrez le chemin, comme tu le disais, Kamal, en partant du bon vieux modèle brick and mortar, j'ai des magasins, et là j'ai une informatique qui n'est pas pensée pour le temps réel. Et c'est souvent le principal écueil. Et là je vois que vous avez commencé par adresser ces points qui sont fondamentaux, de ce que je comprends, avant le parcours marketing multicanal plus glossy et fancy. Oui, en fait on voulait un peu être proactif par rapport à l'activité, parce que on travaille en B2B avec des revendeurs de pièces de rechange. Donc, ça dépend aussi, pas uniquement des ressources qu'on a, mais aussi de la culture des clients. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment attirer, séduire nos clients pour vivre cette expérience d'omnicanalité. Okay. Donc, en fait, l'omnicanalité figure parmi le plan stratégique dans les axes marketing, effectivement, mais on l'a pris comme plutôt une brique vraiment impérative. Voilà. Okay. Merci. Une dernière question. On peut poursuivre. Allez, c'est parti. Dans l'intitulé de la conférence, vous voyez quels entrepôts avec un S?
C'était pas quel entrepôt au singulier, c'était quels entrepôts pour répondre aux exigences de l'omnicanalité. Donc ça suppose qu'il y en a plusieurs, s'il y a un S. Plusieurs entrepôts. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est où les localiser. Est-ce qu'un entrepôt omnicanal, déjà, il y en a plusieurs pour l'interrogation, et où est-ce qu'on les localise? Deuxième interrogation. Kamal, tu prends? Tu enchaînes, Bruno? C'est effectivement un point qui revient très souvent, qui est finalement ce dont tu parlais, du fameux schéma directeur, Bruno. C'est de se dire, OK, j'adressais avant un certain nombre de canaux de distribution. Aujourd'hui, avec l'omnicanalité, il y a un canal qui prend beaucoup comment dirais-je, d'ampleur, c'est le e-commerce. Le e-commerce vient avec son lot de contraintes du coup, on se retrouve à avoir des réseaux de distribution qui n'étaient pas forcément adaptés, avant même de parler de l'entrepôt, des équipements, etc. Au niveau du réseau de distribution, on avait des réseaux de distribution qui n'étaient pas forcément adaptés à ce nouveau canal de distribution. Et je m'explique. Ensuite, je te céderai la parole, Bruno. L'idée, c'est de pouvoir être le plus proche possible du client. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau du canal de distribution de l'e-commerce, vous le savez tous, il y a un acteur mondial qui est venu mettre une grosse zizanie au niveau des délais de livraison, c'est Amazon. Amazon a mal habitué le consommateur, et je vous expliquerai par la suite pourquoi je dis mal habitué, est venu proposer des délais de livraison extrêmement courts. Et pour pouvoir proposer ces délais de livraison extrêmement courts, il faut être proche du consommateur. Donc le fait d'avoir un site centralisé, par exemple, au milieu de la France pour traiter tous les consommateurs en France, c'est un modèle qui fonctionne plutôt bien pour du B2B. Pour le B2C, ça devient de plus en plus compliqué. Certains continuent à avoir ce modèle-là, d'autres sont en train de se transformer et d'avoir des entrepôts urbains, donc plus proches du bassin de consommation, pour pouvoir justement, encore une fois, livrer ses clients plus rapidement et de la meilleure manière. Bruno? Je confirme en fait. Donc tout est question de flux au final. Et donc c'est vrai que quand on parle d'omnicanalité, on essaie de voir de quelle façon est-ce qu'on peut merger les flux retail, donc les flux magasins, les flux de retour potentiellement, les flux e-com, et qui n'ont pas nécessairement les mêmes volumétries, la même typologie de produits, la même profondeur de stock, etc. Donc les entrepôts qui étaient plutôt basés en dehors des villes ont plutôt tendance maintenant à se rapprocher des centres-villes. Donc on parle de plus en plus de logistique urbaine. Donc c'est un terme qui est sorti il y a quelques années. On a mené quelques projets, nous, d'études. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on n'est pas au balbutiement parce que ça fait quelques années qu'on en parle. Néanmoins, on n'a pas d'acteurs qui ont vraiment fait le pas en investissant lourdement sur des sujets de logistique urbaine. On travaille notamment sur ce qu'on appelle des MFC, des Micro Fulfillment Centers. Ce sont des entrepôts de centre-ville qui permettent de rapprocher le stock du consommateur, qui va faire que, à l'instar en fait des répartiteurs pharmaceutiques qui livrent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour une officine pharmaceutique, on est en train de voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait potentiellement livrer les retailers plusieurs fois par jour, de façon à ce qu'ils puissent avoir moins de stocks potentiellement dans les magasins et avoir des stocks centraux à l'intérieur des villes. Donc c'est un sujet qui est en cours d'élaboration, en cours de réflexion, en cours d'étude de faisabilité, parce qu'encore une fois, ça dépend des volumétries, ça dépend des profondeurs de stock, ça dépend de la typologie des produits. Évidemment, on ne va pas pouvoir faire ça nécessairement pour des vélos qui prennent une grande place versus des téléphones. Voilà, donc nous, on a mené un projet avec un acteur français. Je ne vais pas donner de nom parce que on ne va pas faire de name dropping, mais donc pour lesquels, en fait, on a créé une plateforme en centre-ville. Donc c'est un très gros pourvoyeur de surface en plein centre-ville de toutes les villes de France, mais je ne le donne pas. Et donc, on est dans un endroit qui est en R-2. Donc, on n'est pas en plus en rez-de-chaussée, on est en sous-sol. Et là, on a pu élaborer un mini entrepôt, en fait, urbain. Et qu'on a, alors on va peut-être y revenir après, et qu'on a totalement automatisé. Donc, ça permet de pouvoir avoir des stocks pour certaines typologies, en fait, d'entreprises, donc de retailers, de façon à pouvoir répondre en moins d'1 heure, merci Amazon, à un certain nombre de problématiques urgentes. Donc là, en l'occurrence, ils ont un client qui est dans l'automotive
et qui aurait besoin, et qui a besoin potentiellement, tiens, il me manque un amortisseur, ils ont 1, 2, 3 maximum produits en stock en centre-ville, de façon à pouvoir gérer ce côté un peu urgent. Ouais. Mais encore une fois, donc ça répond à une des stratégies. Donc c'est pour ça que l'omnicanalité, je rejoins, hein, c'est pas nécessairement une fin en soi, c'est voir de quelle façon est-ce que je vais mettre en place une stratégie de réponse à ma promesse client. C'est quoi ma promesse client et comment je réponds à cette promesse client et quelles sont les organisations, les réflexions derrière que je suis capable de mettre en musique et les ronds, pardon, je mets des mots des fois, et l'argent et les investissements qui sont relativement importants que je vais devoir mettre derrière, donc des investissements lourds que je vais devoir consentir pour pouvoir répondre à cette promesse client. Donc, l'idée de la faire en plusieurs steps, c'est bien parce que ça permet de temporiser, d'avoir une vision à 3, 5, 10 ans. Même si aujourd'hui, le temps va vite, quoi. Le temps passe vite. Hein. Ouais. Ce que je comprends, c'est que le modèle de distribution traditionnel où j'avais un entrepôt qui était plugué sur des magasins et on réfléchissait de manière régionale, c'est mort. Parfois, on stockait nationalement les produits, les slow movers. Okay, ces stratégies, elles ont dû évoluer. Et effectivement, on s'est rapproché des villes. Alors, Nabil, toi, tu en as même fait une boîte, tu as monté Dark Store. Tu peux nous dire ce qui t'a amené à cette réflexion et comment tu as imaginé ces petits entrepôts dans la ville? Alors, j'en ai fait effectivement une boîte que j'ai vite démarré, que j'ai vite arrêté. Alors, j'ai pas arrêté la boîte, mais j'ai arrêté l'idée des Dark Store. C'est important aussi de comprendre que quand on parle de Dark Store, on n'est pas du tout dans l'omnicanalité. Parce que moi, ce que j'ai lancé, c'est un pure player. Alors, donc, vous faisiez via une application vos courses d'appoint et on avait une promesse de livraison en 10-15 minutes. Alors, la promesse était tenue. En revanche, le modèle de rentabilité, pas nécessairement. Alors, et on est en train aujourd'hui, précisément, de passer d'une approche pure player à une approche brick and mortar, mais on part de l'approche en ligne pour revenir dans les enseignes, dans les magasins, parce qu'on pense que dans la multicanalité, et on va aller vers l'omnicanalité, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on va d'abord passer par la multicanalité, parce qu'il y a des défis, et je trouve qu'ils ont été bien posés tout à l'heure. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un certain nombre de prérequis avant de basculer dans l'omnicanalité. Ceci dit, je rejoins parfaitement ce qui a été dit par Kamel et Bruno. Le point de départ, c'est votre promesse client, votre proposition de valeur, ce que votre client vous impose. Mais il ne faut pas tenir compte de ça aussi, que de ça. Hein. Il y a un moment, il y a aussi vos contraintes. Moi, je ne suis pas convaincu que le modèle de l'entrepôt régional est mort. Je pense que dans certains cas, il a vocation à mourir et que dans d'autres, non. Le concept de la rapidité de livraison reste un concept éminemment relatif. On l'a dit brièvement, dans le B2B, la rapidité, c'est pas comme dans le B2C. Si vous dites à un de vos clients, pour rester dans le domaine de l'automobile, je te livre ta pièce le lendemain matin, peut-être qu'il l'appréciera. Il est vrai que dans certains domaines, dans le B2C, en particulier dans la fast fashion, quand on est dans le prêt-à-porter, où on a effectivement des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants sur les délais de livraison. Alors, est-ce que c'est Amazon qui l'a amené ou pas? Je ne sais pas. Probablement qu'ils y ont contribué. Mais je pense que dans cette exigence de rapidité, il y a aussi revivre une expérience classique. Parce que quand on rentre dans un magasin, on repart immédiatement avec son produit. Mais si on se fait livrer dans la demi-heure, c'est comme si on avait visité le magasin. Donc, on est dans un continuum d'expérience. Elle est là aussi, hein, la définition de l'omnicanalité. Okay. Alors, Mohamed, vous avez ouvert un nouvel entrepôt pour soutenir les projets de croissance et pour soutenir cette transformation multicanale. Comment vous avez choisi sa localisation? Effectivement, donc, ce qu'on avait, la situation initiale, c'est qu'on avait un entrepôt central à Berchid. Avec, évidemment, c'était donc, il y avait quand même une problématique du surface et donc on avait une extension à Noisser. Donc, c'était vraiment une gymnastique, c'était pas évident à gérer. Donc, maintenant, on est à Casablanca, on a déménagé carrément avec un entrepôt qui est de taille plus grande, bien évidemment. Les critères de choix, c'est surtout, donc, il faut que ça soit au barycentre de l'activité, en fonction de ce qu'on a actuellement, mais aussi en fonction des prévisions. D'accord? Ça, c'est le premier point. L'accessibilité.
c'est important. Et la taille, bien sûr, pour la gestion optimale des stocks, les flux et tout ça. Voilà. Donc, c'est ça le. Ok. Si je rajoute un élément sur la localisation, en tout cas sur ce qu'on voit de l'autre côté de la Méditerranée, on a travaillé avec Kamal sur le projet, tu en parlais, de Mobivia, implantation d'un entrepôt de 100 000 m². Et en fait, dans les premiers critères de localisation, Kamal, on parlait de l'accès à l'emploi. Il y avait bien sûr l'optimisation des flux, mais il y avait l'accès à l'emploi. Alors, merci Patrick de soulever ce point-là. En fait, quand on fait une étude d'optimisation de réseau ou de schéma directeur, quelque part, c'est des mathématiques. Donc, on va prendre des données, on va venir calculer un barycentre, et il se trouve que des fois, ce barycentre, il tombe dans des endroits qui font pas de sens. Soit parce qu'il y a un manque de ressources humaines. Un entrepôt, même si on met de la mécanisation ou de la robotisation, on en parlera un peu plus tard, il faut quand même quelques personnes pour manager ce site-là. Ou on avait fait également une étude il y a quelques années de cela, où on avait un barycentre à Monaco. Je vous défie de trouver des entrepôts à Monaco. Donc du coup, il faut venir adapter ces modèles-là, qui sont des modèles encore une fois mathématiques, à la réalité du terrain. Et donc oui, la composante humaine est extrêmement importante dans le choix de la localisation. J'aimerais juste rajouter un dernier point. Finalement, c'est assez drôle de voir la différence qu'il y a entre justement, je vais dire, l'Europe et le Maroc. Aujourd'hui, au Maroc, on a encore beaucoup de sites qui sont urbains. À Insba, c'est Casablanca. Quand on propose à nos clients marocains d'aller à Barchid, à Nouassar, ils nous disent c'est trop loin. Mais trop loin de quoi? De vos clients? Très bien. Mais par contre, avoir des sites dans Casa, ça a un certain nombre de contraintes. Jusqu'à quand on va pouvoir avoir des sites dans Casablanca? Jusqu'à quand les camions vont pouvoir rentrer dans Casablanca, pouvoir charger et distribuer dans Casablanca? Quand on regarde le modèle européen, ça fait belle lurette qu'on a sorti les sites de la ville, mais là, on est en train de les ramener dans la ville. Et on galère. Enfin, entre nous, on galère parce qu'on n'a plus de sites. On n'a plus d'immobilier pour accueillir. Et puis surtout, les gens ne veulent pas de logistique. Un petit exemple. Vous savez que j'adore les exemples. À Paris, un développeur immobilier cherchait à reconvertir un garage désaffecté, une friche, un garage désaffecté en centre de logistique urbaine. Enquête publique, etc., pour vérifier l'acceptabilité de la chose. Eh bien, première réunion publique, ils expliquent que si vous voulez du e-commerce, si vous voulez être livré en une demi-heure, en 1 heure, etc., il y a besoin de ça. Deuxième réunion publique, ils reprennent les choses et les citoyens disent « Mais attendez, on a très bien compris que si on veut continuer à commander sur Internet et être livré rapidement, il y a besoin de logistique dans la ville. Mais s'il vous plaît, nous, on est dans le 18e, faites partir du 20e. » En fait, on veut bien le côté pratique, on veut pas les ennuis. On veut pas les camions, on veut pas les livreurs, on veut pas de tout ça. Et donc, encore une fois, il y a cette histoire de citoyen d'un côté et de consommateur de l'autre. Et vous, au Maroc, vous avez cette chance de ne pas avoir enlevé la logistique des villes. Nous, aujourd'hui, c'est une contrainte de dingue de la ramener. Donc, la question, c'est comment vous organisez la logistique dans vos villes pour être plus malin que nous et gagner du temps sur ce qu'on a fait. Parce que nous, aujourd'hui, c'est une galère totale. T'es d'accord, Bruno? Tout à fait. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur les localisations? Donc, on a compris qu'on localisait un peu différemment aujourd'hui dans un monde omnicanal ou multicanal. On n'a pas traité du pure player. Le pure player, lui, s'organise encore différemment. Il a des chaînes d'entrepôts. Il a des fulfillment centers, il a des usines de production de commandes archi-automatisées, il a des plaques d'aiguillage pour optimiser son transport, et ensuite, il rentre dans la ville. Il a ses 3 niveaux d'entrepôt. Mais lui, il est pure player. L'omnicanal, lui, doit mélanger les flux magasins et les flux vers le consommateur direct. Et c'est là où on rentre dans l'entrepôt. C'est probablement là où il y a pas mal de changements. Bruno, si tu peux nous en parler en 2 mots, Kamal, tu compléteras. Un entrepôt omnicanal, qu'est-ce que ça change par rapport à un entrepôt traditionnel qui livrait des magasins? Encore une fois, il faut repartir des flux. Ça veut dire que un flux magasin, c'est pas un flux e-com. Donc, si on souhaite déployer dans le même entrepôt ces 2 types de flux, on est obligé de concevoir l'entrepôt en fonction. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des zones
pour lesquelles on va venir piquer au colis et d'autres zones pour lesquelles on ne va pas piquer au colis. Voilà, simplement. Donc, il va y avoir des zones potentiellement qui seront automatisées, robotisées, mécanisées, et d'autres qui potentiellement ne le seront pas ou le seront moins. Voilà. Et donc, en fait, ce dont on a besoin, c'est un petit peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est on a besoin de connaître les flux, donc qui vont transiter au sein de la plateforme, donc les volumétries, les typologies, etc., de façon à concevoir la façon dont on va imaginer l'entrepôt derrière et tous les outils qu'on va devoir déployer. Voilà, donc des robots autonomes, etc. Voilà, donc ça part évidemment de la gestion de la data. Vous avez les data, donc on a besoin de connaître ces data pour savoir ensuite et pour imaginer la conception de l'entrepôt le mieux possible. Encore une fois, après ça peut évoluer, hein, donc parce que vous faites de la planif, vous développez, etc. Donc il faut évidemment intégrer ça dans la réflexion pour voir de quelle façon organiser ce type d'entrepôt. Kamal, pourquoi on dit qu'un entrepôt omnicanal ou e-commerce, il prend 3 fois plus d'espace qu'un entrepôt traditionnel qui rentre des palettes et qui sort des palettes? Alors, pour la simple et bonne raison que ce sont deux entrepôts qui ne préparent pas les mêmes commandes. Quand vous préparez un magasin, vous avez généralement une commande d'un magasin. Je vais revenir sur le textile. C'est un domaine que tout le monde connaît. Vous livrez un magasin d'une marque donnée, il y a 30, 40 pièces dans le colis. Le flux B2C, c'est en moyenne 1 ligne et demie à 2 lignes, voire 3. Donc c'est 3 références, donc potentiellement uniquement 3 pièces dans le colis. Donc ce qui se passe, c'est que l'arrivée du e-commerce fait que le nombre de commandes dans les entrepôts à préparer a explosé. Pas forcément le nombre de pièces, mais le nombre de commandes a explosé. Il y a également un deuxième aspect qui fait que on vient consommer de l'espace, c'est qu'aujourd'hui, quand vous consommez des produits sur le net, tous les e-commerçants mettent beaucoup d'emphase aujourd'hui sur l'emballage de vos produits. Et donc, ce qui se faisait potentiellement automatiquement avant, à savoir un colis qui est destiné à un magasin, qui pouvait être scotché de manière automatique. Aujourd'hui, on vient rajouter un petit papier de soie, on vient rajouter une petite carte personnalisée, on vient rajouter tout un tas de choses. Et donc, on a des postes d'emballage qui sont devenus des postes de personnalisation. Et donc, cette étape-là prend beaucoup plus de temps. Si elle prend beaucoup plus de temps, on est obligé de mettre beaucoup plus de tables au niveau du sol. Et donc, l'empreinte au sol consommée pour ce genre de flux est plus importante que pour le B2B. Et dans le B2B, j'y reviens là, la pièce auto. Donc j'ai compris qu'on était multicanal. Ça veut dire que les bougies qui se vendent peut-être par 60, vous sortez une bougie de temps en temps du carton? Ça dépend. Il y a des articles qui se vendent à l'unité. Il y a des articles qui se vendent selon l'unité de gestion, soit unité de vente par paquet, ou bien les deux. Donc ça dépend. Pour les cas des bougies, par exemple. C'est le début des ennuis, ça, non? C'est pas le début des ennuis, ça? Il faut prévoir ça. Il faut avoir un système capable de gérer tout ça. Donc, pour l'omnicanalité, on parle toujours de l'expérience client, d'accord, d'avoir une solution harmonieuse et simple. Mais aussi, il faut penser au magasinier qui va préparer la commande. Ah, bonne question. Voilà. Bonne remarque. Laurent, les hommes dans l'entrepôt omnicanal. Je vais d'abord répondre à... Tu as dit tout à l'heure comment on fait à Casa pour garder les entrepôts logistiques. Et puis après, ça m'est venu. Entre les triporteurs, les 3,5 tonnes, les travaux. Dans Casa, aujourd'hui, c'est un enfer sur la route et tout le monde le vit. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, à un moment, il va falloir quand même réfléchir de façon très claire pour trouver des vraies solutions. Les hommes dans les entrepôts, écoute, effectivement, c'est des organigrammes qui changent aujourd'hui, qui sont, on va dire, plutôt basiques, simples, dans le sens où on a un hub manager, on a un magasinier, préparateur, livreur. Donc, effectivement, nous, sur le projet qu'on a fait ensemble avec Nabil, on était parti sur le fait que les livreurs soient intégrés. Ça a été un petit peu compliqué à gérer, effectivement, parce qu'on était parti sur le principe que ces livreurs étaient l'ambassadeur de la marque qu'on distribuait.
Donc, on est parti sur ce principe. En revanche, effectivement, c'était un petit peu compliqué quand même à gérer parce qu'effectivement, on était parti sur un pari où il y avait un certain nombre de data à atteindre assez rapidement, mais on avait aussi des livreurs qui restaient là, qui attendaient la commande. C'était un petit peu compliqué à gérer. Alors, on a effleuré. Je peux juste te dire un petit truc, en fait. Ok. Je vais utiliser un mot qui est sympa, c'est le mot sexy. En fait, sexy. Ouh. Le Covid a rendu sexy la logistique. Ouais. Vraiment, parce qu'on s'est rendu compte que la logistique, c'était le cœur et le poumon en fait des flux. Et de fait, ça a mis en perspective en fait ce qu'a porté la log à l'industrie de façon globale. Et donc, le métier s'est révélé auprès du grand public et il est devenu beaucoup plus attirant. Et on le voit d'ailleurs parce que les grandes écoles, les HEC, les ESSEC et consorts, en fait, ont fait des billets qui ont un succès phénoménal. Voilà. Et donc, ça veut dire que les RH dans le domaine aujourd'hui de la supply tendent à se développer vraiment parce qu'on a rendu un peu plus sexy en fait ce métier-là. Et en plus, un directeur supply, avant, ne faisait pas partie d'un COMEX, ne participe pas à la stratégie de la boîte. Aujourd'hui, un directeur supply fait partie intégrante d'un COMEX. Et ça, c'est fondamental parce qu'il contribue au développement en fait de l'entité, en fait, de la structure. Et donc, ça rajoute de l'attrait. Et donc, les RH, de plus en plus aujourd'hui, le monde de la supply attire des talents, et ce qui est top pour notre métier en tout cas. Hein. Alors, je vais en rajouter une couche avant de passer la parole à Nabil. C'est à ce point vrai que quand vous regardez les entreprises américaines cotées en bourse et du Fortune 500, en fait, la plupart des nouveaux CEO qui prennent leurs fonctions sont des gens qui viennent de la supply chain. Pourquoi ? Parce qu'ils ont géré la supply chain end-to-end et ils ont la connaissance de l'entreprise, du fournisseur au client du client. Ils comprennent tous les mécanismes de cash. Donc, ils ont la vision financière, ils ont la vision technique des choses. Et donc, aujourd'hui, c'est le tremplin numéro 1 pour accéder aux fonctions de patron. Ça se passe aux US. Je referme la parenthèse. Ils sont à la croisée des flux. Ouais, bien sûr. Ils sont au milieu de tout. Nabil, tu voulais compléter. Je ne sais pas si je vais compléter, mais je vais apporter ma réponse à la question. Il y a tout qui change dans un entrepôt omnicanal. C'est très important de le comprendre. Il y a tout qui change parce que, j'insiste, on parle d'omnicanalité. L'omnicanalité, ça veut dire que vous avez un même entrepôt. Et là, je vous demande une projection physique, un même espace, pardon, dans lequel vous avez un stock qui va servir différents canaux. Et chaque canal a ses propres problématiques, contraintes qui impliquent des flux différents, avec des quantités différentes. Effectivement, quand il y a une boutique qui passe commande pour un Réa Pro, il est rare qu'on lui envoie 3 t-shirts. Et ce qui est encore moins rare, c'est qu'elle l'exige dans l'heure. Quand vous développez une dimension e-commerce, ben votre commande, généralement, quand elle tombe, vous la préparez sur le moment. Et ça aussi, ça implique beaucoup de changements d'un point de vue juste spatial. Maintenant, l'entrepôt, il n'est pas que physique. On a beaucoup parlé de système d'information. Il est aussi virtuel. C'était ma prochaine question. Donc, ça aussi, il faut l'anticiper. Et pour finir, on a parlé de compétences, de capital humain. Alors, c'est clair que c'est de plus en plus sexy. Moi, à l'époque où j'étais à HEC, ça ne l'était pas. Voilà. D'ailleurs, moi-même, j'y suis arrivé par la force des choses. Mais au-delà, en fait, de l'attrait, je pense qu'il faut aussi distinguer dans le capital humain la dimension siège. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de l'exprimer, mais il y a les fonctions siège, un bureau, et puis il y a les fonctions dans l'entrepôt. Aujourd'hui, on trouve ce qu'il faut en termes de direction, en termes de management, en termes d'analyste, parce que tu l'as évoqué, il y a une problématique donnée qui est de plus en plus importante. Et j'aimerais qu'on reste dans notre réalité à nous, du Maroc. Laurent l'a évoqué de manière un peu rapide. À partir du moment que on met en place des systèmes d'info, il faut faire évoluer les compétences dans les entrepôts. Parce qu'un magasinier, un préparateur de commandes, il a peut-être été formé dans une école pour ça, ou peut-être il a été formé sur le tas. Il a une vraie expertise, je ne dis pas le contraire. Mais il n'est pas nécessairement tech-savvy. Il n'est pas nécessairement à l'aise avec des outils digitaux qui sont de plus en plus complexes parce qu'ils tendent vers l'unification
on intègre quasiment tous les systèmes d'information qui existent. Sinon, on n'est pas dans le temps réel. Voilà. Alors, Donc ça c'est un point qui est vraiment fondamental. Si on reste dans notre ancrage à nous, hein, nous on a mis des PDA dans les mains de certains de nos collaborateurs et ça nous a semblé, c'est une erreur de la part de Laurent et moi, ça nous a semblé tellement naturel d'utiliser un PDA parce que c'est pas compliqué. Hein, on bip, ça scanne, il y a une info qui remonte, mais ce qui nous semble nous naturel n'est pas nécessairement pour tout le monde. Et donc il faut repenser aussi les formations à ce niveau-là, hein, de l'organigramme. Pas juste au niveau des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs d'ailleurs, parce que même les écoles d'ingénieurs aujourd'hui forment à la logistique et à la supply chain. Alors, les systèmes d'information, on y arrive. Je fais un flashback sur la conférence d'hier qui traitait de la digitalisation dans un monde omnicanal. Et en fait, on est parti d'un constat que je vais repartager avec vous. C'est qu'en fait, on parle beaucoup de WMS, on parle beaucoup de TMS. On commence à parler d'OMS dans un monde omnicanal, mais la réalité, et notamment au Maroc, c'est que la grande majorité des entreprises n'ont pas de WMS, n'ont pas de TMS. Et l'OMS, comme pour beaucoup, comme moi il y a quelques années, pour moi c'était l'Organisme mondial de la santé. C'était pas un order management system, objectivement. Donc un peu l'état de l'art là au Maroc en matière de système d'information et on l'a touché. Omnicanal dans l'entrepôt, c'est obligatoirement avec un système. On peut plus le faire avec Excel, c'est pas possible. Moi, je suis déjà partisan de ne pas le faire avec Excel quand on est sur du B2B. Donc déjà c'est la première brique. Clairement, non. Plus sérieusement, faire de l'omnicanalité ou juste du B2C sans système, aujourd'hui, c'est quasi impossible. Ou en tout cas, c'est peut-être possible, mais c'est aussi pour ça peut-être que le e-commerce n'explose pas dans certains pays, et notamment le nôtre. On a parlé tout à l'heure de ce qui fait que l'omnicanalité avance, où on peut arriver à ce stade, on va dire, d'évolution d'une entreprise. C'est pas forcément la solution pour toutes les entreprises. Néanmoins, moi, j'aimerais revenir sur le point de pourquoi. Parce que quand on parle d'omnicanalité, c'est une addition de canaux de distribution, comme son nom l'indique. Pourquoi le B2C aujourd'hui au Maroc n'explose pas? À mon avis, c'est une problématique de service client, avant tout. À l'époque, il y avait la contrainte bancaire. Aujourd'hui, je pense qu'elle est à peu près levée. Tout le monde a une carte, ou en tout cas les consommateurs potentiels de e-com ont une carte de crédit. Le CMI s'est mis également à niveau pour des histoires de remboursement dont on discutait tout à l'heure, etc. Maintenant, ce qui fait que le consommateur marocain ne commande pas autant qu'un consommateur européen, c'est une notion de service, tout simplement. C'est que les boîtes n'offrent pas le service qu'elles devraient offrir aux consommateurs. Et c'est ce qui fait que, justement, comme elles n'offrent pas ce service-là, le consommateur va acheter une fois, il va être insatisfait. Plusieurs raisons. Ça peut être le délai, ça peut être la précision de la commande, ça peut être la complexité pour retourner le produit qui ne lui plaît pas. Il ne recommande pas une deuxième fois. Ok, donc finalement, le seul lien que le consommateur a avec l'entreprise, il se fait via la supply. Et donc cette notion de service, c'est le dernier maillon. C'est le dernier maillon. C'est celui qui matérialise le lien physique entre une entreprise qui est dans les nuages. Tu peux avoir une super stratégie marketing, mais si derrière tu délivres pas en termes de service client, et je pense que c'est réellement le vrai problème qu'il faut adresser, tu iras nulle part. Ok, on va revenir 2 secondes sur les systèmes d'information. Et Nabil, toi, tu nous as dit ma promesse client, je l'ai tenue, mais je change de voie. Donc on reviendra dessus. Sur les systèmes, Bruno, sur vos projets, la part des systèmes dans les projets que vous avez menés sur les entrepôts multicanal. Je vais pas parler de prix, mais ça fait partie du coup de la transformation. Ça pèse quoi? Je rejoins 100%. Enfin, je veux dire, gérer un entrepôt aujourd'hui à la mano ou sur du Excel, ils vont mieux abandonner. Ils vont mieux changer de voie. Juste, je ne sais pas si tout le monde est familiarisé avec la notion de OMS, Order Management System. C'est un outil qui permet de modéliser votre organisation logistique. Ça veut dire que vous allez expliquer à l'outil où sont disposés vos entrepôts, quelle est votre organisation de transport, de façon à avoir un espèce de jumeau numérique de ce que vous réalisez opérationnellement. D'accord ?
Et en fonction de ça, en fonction de vos inputs, des flux, encore une fois, je suis désolé, mais tout passe par les flux, hein, on sera capable derrière de pouvoir identifier quel est le meilleur entrepôt qui va être à la source de la préparation de la commande, quel va être celui qui potentiellement pourrait être le plus proche de chez vous, etc. Donc voilà, donc c'est ça l'objectif d'un OMS. Donc évidemment, une société qui se déploie sur l'omnicanalité doit déployer un OMS. Parce que c'est l'outil qui va être au-dessus du WMS, donc du Warehouse Management System, donc l'outil qui vous permet de gérer vos flux entreposage, du TMS, le Transport Management System, l'outil qui va vous permettre de gérer vos transports, il est au-dessus parce qu'il a une vision globale en fait de votre trafic. Voilà. Et donc c'est à ce titre, il est nécessaire d'être déployé dans le cadre de projets omnicanaux. On a de plus en plus, évidemment, en France, en tout cas, le marché WMS est un marché plutôt en renouvellement, d'accord. Au Maroc, c'est plutôt un marché même s'il y a un marché de renouvellement, parce que je discutais pas mal avec des éditeurs tout à l'heure et hier, donc il y a quand même un marché de renouvellement aujourd'hui WMS, un petit peu moins du TM, voilà. Mais donc en France, on est plus sur de l'équipement. On est plutôt sur du renouvellement, voilà. En revanche, la notion de OMS en France est plutôt nouvelle. Ah oui, c'est super récent. Voilà, donc il y a très peu de solutions qui existent aujourd'hui. Bon an, mal an, s'il y en a 3-4 qui tiennent la route, voilà, c'est le max. Et encore une fois, ce dont on a besoin pour faire tourner en fait ce type de modèle aujourd'hui, c'est d'avoir des datas et donc des datas qui sont transformées en informations qui vont permettre après de prendre les bonnes décisions et de proposer à vos clients justement les bonnes, enfin le bon choix. Et je vais juste donner un exemple, si je peux encore prendre 2 minutes la parole, je suis désolé, je suis un peu bavard, mais donc je discutais avec un de nos clients, parce qu'on va aborder le green, je pense, dans un petit moment, et en fait, je ne sais pas si tout le monde est familiarisé avec la notion de CTS, le cost to serve. L'objectif aujourd'hui de ce type d'outils, c'est diminuer au maximum le coût de préparation de la commande et de livraison de la commande chez vous. Et de plus en plus, en fait, les donneurs d'ordre intègrent dans cette notion ont plutôt tendance à remplacer la notion de pécuniaire par du green. Ça veut dire que de plus en plus, et ça c'est top franchement, hein, parce que c'est vraiment un changement de mindset, un changement de paradigme, ça veut dire que de plus en plus on est en train de se dire écoute, monsieur le client, toi qui voulais une commande livrée en une demi-heure, en un quart d'heure, à 1 heure, en 2 heures, finalement tu vas attendre 3 jours, mais c'est comme ça, parce que au final, c'est ce qui va avoir le moins une empreinte carbone, en fait, enfin, qui va réduire au maximum ton empreinte carbone en termes de livraison. Et est-ce que tu es prêt à l'accepter? Oui, non. Et ça, c'est nous, en tant que commerçants, que consommateurs, on va devoir se dire, est-ce que je suis paradoxal ou pas? Parce que d'un côté, je veux du green, je veux du green, je veux du green, et puis de l'autre côté, ah ben non, je veux ma paire de godesses dans 1 heure, quoi. Donc, à un moment donné, c'est ce type de questions qu'il va falloir se poser nous-mêmes en tant que consommateurs. Et ce qui est top, c'est que les marques sont en train véritablement de le mettre en œuvre. Et ça, ils le font grâce aux outils. D'accord? Grâce au fait que les datas sont à l'intérieur de ces outils-là sont correctes, sont suffisamment bien gérés derrière et ensuite bien exploités. Alors, merci Bruno pour m'avoir planté dans mon déroulé de conférence. On reviendra tout à l'heure à l'environnement, tout va bien. Dans la préparation... Ça a des éléments quand même des outils. Oui. Dans la préparation, moi, il y a un truc qui m'a totalement étonné, c'est le move que vous avez fait une fois de plus chez AutoPlus on a besoin d'un système, et alors là, vous avez dégainé l'arme lourde. Le truc, ça tient en 3 lettres, ça fait peur au monde entier. SAP. SAP. Vous avez osé déployer SAP. Oui, effectivement. Donc, on a mis en place SAP avec, bien évidemment, des fonctionnalités qui sont interfacées avec des applications. Et aussi, pour le TMS, on a mis en place une solution basée Odoo et tout est interfacé. Juste par rapport à ce point, je veux quand même mettre l'accent sur un sujet très important, c'est que parfois, on sature plus davantage par la solution. Donc, un WMS qui est performant, on implante et ça ne marche pas. Donc, il faut faire attention parce que ce n'est pas ça le point de départ. Le point de départ, c'est vraiment standardiser nos processus. Je vais parler un peu opérationnel. Oui. La deuxième des choses, c'est diagnostiquer, éliminer les non-valeurs ajoutées et même les opérations à valeur ajoutée qu'on peut robotiser, automatiser, il faut l'acter. Et en ce moment-là, qu'on peut chercher quel est le WMS, le TMS, l'OMS qui va avec. Voilà. Ouais, c'est très...
Merci. Vous nous ramenez bien là, les deux pieds dedans, les deux pieds dans la réalité de l'entrepôt. Et c'est vrai que WMS, c'est pas non plus quelque chose qui va résoudre vos problèmes du jour au lendemain. Et si vous n'avez pas pensé vos process, si vous les maîtrisez pas, informatiser risque de vous poser plus de problèmes qu'autre chose. On va pousser plus loin la réflexion. Excuse-moi, juste pour capitaliser un peu d'une erreur qu'on avait faite, aussi pour le choix, il faut chercher le maximum possible une solution standard. Le spécifique, c'est vraiment galère, donc... Et ça coûte cher. Ouais, et ça coûte cher. Et ça coûte super cher, le spécifique. Bah, si vous achetez une solution du marché et que vous faites plein de spécifiques, ça finit par coûter très très cher. Juste aussi porter à votre réflexion, dans l'entrepôt omnicanal, vous l'avez touché, il y a du process automatisé, robotisé, etc. Et d'autant plus si vous préparez pas votre projet avec acuité, le problème c'est que vous pouvez pas envoyer quelqu'un chercher une marchandise qui est dans un bac à l'intérieur d'une grille, ça marche plus. Donc si vos systèmes n'ont pas été testés avant, vraiment très très loin, vous risquez de planter ni plus ni moins que votre entrepôt. Et derrière, le service client et donc le chiffre d'affaires, la marge, etc. Et on a vu beaucoup de projets automatisés qui ont des ramp-up super longs. Et de plus en plus, aujourd'hui, on démarre des projets automatisés, j'allais presque dire en année, entre le moment où on démarre et le moment où on est en pleine productivité, il peut souvent s'écouler plusieurs mois, voire un an et demi, avant d'arriver à la maturité des systèmes. Parce que là, c'est vraiment les systèmes qui pilotent. Et donc, on rentre dans un autre paradigme. Donc, décider stratégiquement d'être dans un monde omnicanal et arriver à l'amener, ça nous amène beaucoup de défis, hein, de ce que je comprends. On a des défis de système d'information, surtout si on est né avec nos systèmes en batch. Donc, amener le live, c'est compliqué. On localise des entrepôts différemment, on les exploite différemment, on les met en œuvre avec des gens différents. Ça commence à poser pas mal de sujets. Et puis on a un nouveau geste, les retours. La gestion des retours. Dans le monde omnicanal, c'est quelque chose qui est un peu spécial, non, Kamal? T'as pas fait un entrepôt, toi, dédié à la gestion des retours? Si. On a fait des entrepôts dédiés à la gestion des retours. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lois sont faites pour que le consommateur puisse retourner un produit en fonction d'un certain nombre de jours. Ça dépend des pays, des juridictions, etc. Donc, et c'est ce que permet aussi ce nouveau canal de distribution qui est le e-com, c'est de pouvoir acheter un produit, ne pas forcément le vouloir et donc pouvoir le renvoyer. En fonction des secteurs d'activité, les taux de retour peuvent varier de 2 à 40%. D'accord? Donc vous imaginez, on a préparé un produit, on a mis beaucoup d'attention, on a mis des systèmes en place, on a mis de l'humain, on a mis de l'IT, on a mis de la mécanisation, on a tout mis. On envoie le produit au client, il l'aime pas, il le renvoie. Donc quand il le renvoie, il y a toute une gestion de retour assez complexe à mettre en œuvre parce que ce produit-là, vous voulez rapidement le remettre dans le circuit de distribution et rapidement le mettre de nouveau à la vente. Donc il y a tout un process qui a dû être créé de retour. Donc c'est une réception, mais une réception accélérée. Et c'est une réception accélérée avec certains clients qui vont vous dire nous on va stocker les produits retour dans une certaine zone pour qu'ils soient très proches des zones de picking et qu'on n'aille pas les remettre dans les emplacements de picking initiaux. Il y en a d'autres qui vont vous dire non, moi attention, je dois passer un contrôle qualité extrêmement fin pour pouvoir m'assurer que le produit n'a pas été porté, n'a pas été endommagé, n'a pas été utilisé. Parce que ça arrive, il y a des gens qui peuvent utiliser les produits et dire finalement je l'aime pas, je le retourne. Bon là pour le coup c'est plus le même retour. Donc il y a vraiment tout un processus assez complexe qui a été mis en œuvre dans les entreprises, à la fois au niveau process, humain, IT et même technologique pour pouvoir récupérer ces retours-là et les traiter le plus rapidement possible. Pourquoi les traiter le plus rapidement possible aussi? Parce que c'est une fois qu'on l'a aussi récupéré, reçu, qu'on peut rembourser le client. Et je vous disais tout à l'heure, la notion de service est extrêmement importante. Il y a même certaines marques aujourd'hui qui vous remboursent avant même de recevoir le produit. Ils prennent le pari de vous rembourser avant même de recevoir le produit. C'est un pari assez ambitieux. On va dire que la majorité des boîtes aujourd'hui attendent de recevoir le produit, l'inspectent, le réceptionnent
À ce moment, le remboursement est activé. Alors, Nabil, dans un monde où le service était au rendez-vous, je livrais rapidement mes courses d'appoint, etc. Il y a eu de la gestion de retour. Il y avait malgré tout du retour. Alors, c'était prévu, mais on n'en a pas eu. Mais après, on était dans un domaine assez particulier. On livrait des courses. Donc, c'est aussi, tu le disais, les taux varient de 2% à 40%. Il est très rare que vous demandiez à retourner une bouteille d'eau ou un pack de votre soda préféré. Nous, on avait prévu les retours parce que dans le cadre du transport, peut-être que les œufs vont se casser, peut-être que tel détergent va se renverser. Donc, on avait prévu le retour dans ce cadre-là. Même si la loi impose également, hors produit à date de péremption très courte. Voilà, donc c'était pas forcément une problématique très forte chez nous. Maintenant que tu m'as donné la parole, si tu me donnes une petite seconde, je voudrais revenir juste à la question d'avant parce que on a cité plein d'outils et on a expliqué que c'était pas tant l'outil qui était important, hein, que ce soit l'OMS. D'ailleurs, l'OMS ne vaut que dans le cadre d'une stratégie omnicanale, sinon il n'a pas de sens. Le WMS, le TMS, et on a compris qu'il fallait que tout soit interfacé avec une dimension temps réel, cerise sur le gâteau. Mais il y a deux logiciels, si je puis dire, qu'on a oubliés, qui sont aussi fondamentaux. Il y a le CRM, incontournable pour gérer une relation client. Aujourd'hui, le CRM qui était très loin de l'entrepôt, aujourd'hui, il a sa place aussi dans l'entrepôt. Et ce qu'on appelle communément la POS, ou pour faire plus simple, le système de caisse. Parce que tout à l'heure, on est passé assez rapidement dessus. Mais quand vous êtes un retailer, je reprends ton exemple du prêt-à-porter, du textile, votre boutique, elle devient aussi entrepôt. Et donc, ça veut dire que quand vous vendez quelque chose qui passe par votre système de caisse, il faut que ça soit défalqué, temps réel, des stocks disponibles à la vente, en ligne par exemple. Donc, votre POS aussi, elle doit être intégrée. Ça veut dire que votre POS, elle doit être ouverte. Alors, on parle souvent de cloud, on parle souvent d'API ou d'EDI. Alors, quand on veut être dans le temps réel, il vaut mieux être sur des API que sur des EDI. Mais c'est des concepts qui sont très importants. Et là, je vous rejoins pas totalement, si Mohamed. Il est clair que plus l'outil est standard, plus il va être simple à maintenir. Maintenant, souvent, c'est des choses qui sont externalisées, mais parfois, vous trouvez pas chaussures à votre pied. Voilà. Et il faut certainement pas être prisonnier aussi des outils que vous utilisez, parce que vous, votre entreprise, elle évolue. Votre marché aussi, il évolue. Donc, vous allez peut-être avoir des besoins auxquels les logiciels que vous utilisez, en renouvellement ou pas, ne répondent pas. Et donc, il est aussi très important que vous ayez une capacité, alors peut-être pas tout développer from scratch, ça je le recommande rarement à mes clients, mais au moins aller sur des outils qui ont aussi une ouverture sur votre capacité à développer des modules en interne ou en externalisant, parce qu'il faut certainement pas être prisonnier de ces outils. Et d'où la question, je suppose, de vous avez osé vous lancer dans un programme SAP. Beaucoup de boîtes se sont retrouvées prisonnières de cet outil-là, et Dieu sait combien ça coûte de mettre en place ces solutions. Alors, je crois que vous avez fait des bouts de développement spécifiques. Oui, bien sûr. Le développement spécifique, ça, il le faut, bien sûr, parce que un système de WMS, par exemple, il ne va pas répondre à 100% des processus qu'on a. Et donc, moi, l'idée, c'est d'avoir le plus standard possible. Et après, spécifique est le bienvenu, bien sûr. Ok. Vous êtes bon au niveau de service. Je crois qu'aujourd'hui, le chiffre croît, que les indicateurs sont au vert. Oui, bien ok. sûr. Ouais. Et les retours? Les retours, je suis pas l'exemple. Donc, sincèrement, c'est vraiment la bête noire. Okay. Pourquoi? C'est pas le système en lui-même. La livraison, par exemple, le livreur, il a une tablette, il peut tracer le retour et il peut physiquement retourner la marchandise, mais le problème, c'est le traitement. C'est le diagnostic, surtout on est dans le monde de la pièce de rechange, donc il faut revoir avec la conformité avec le fournisseur peut-être, tout ce qui est batterie, il faut faire une recharge de 48 heures, c'est ça le problème. C'est pas un problème système, mais c'est surtout le processus en lui-même. Alors, même si je comprends que l'omnicanal n'est pas forcément une réalité quotidienne au Maroc, et pas une réalité, si je reprends le début de votre intervention, messieurs,
Je peux pas m'empêcher de vous poser cette dernière question sur l'environnement. Un monde où on expédie, tu disais 3 pièces dans un colis au max, voire 1 pièce dans un colis. Dans une autre conférence, je disais que ma femme, quand elle me commande une chemise d'une nouvelle marque, elle en commande 4, 2 tailles et 2 couleurs différentes. Et souvent, on en renvoie 3 ou 4. Donc, je suis le premier en tant que consommateur à consommer du CO2, à consommer de l'emballage, etc. Et donc, je ne sais pas si je peux vous demander une réponse technique, mais est-ce que vraiment les schémas d'omnicanalité, vous pensez qu'ils sont vertueux et l'environnement dans tout ça? Voilà la question que j'ai envie de vous poser. Tu étais chaud tout à l'heure, Bruno, sur l'environnement. Je te laisse la parole en premier. Disons qu'on a quelques sujets aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on parle de logistique douce. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là. La logistique douce, c'est la logistique verte. Ça veut dire que le dernier mètre, le dernier kilomètre, en fait, est réalisé par des véhicules électriques, des véhicules à hydrogène, etc. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, on tend vers ça. D'accord ? On a tout à l'heure parlé de la congestion des villes. Évidemment, dans une ville comme Paris, je peux reprendre l'exemple, je ne sais pas si vous étiez, c'était hier, à la conf d'introduction de Yann de Ferrodi, qui donnait un exemple sur la congestion de la ville de San Francisco. À un moment donné, le maire de San Francisco disait, c'est soit je vais livrer une paire de chaussures, soit je vais livrer un médicament. Voilà, donc on va en arriver là. Donc ça veut dire qu'on est obligé de réfléchir à ça et éviter la démultiplication en fait des transports dans le cadre du e-com. Voilà, et donc c'est pour ça que de plus en plus en fait j'espère que les pouvoirs publics vont essayer de se mobiliser par rapport à ça, travailler plutôt sur la génération de nouveaux véhicules pour les centres-villes, pour essayer au maximum de faire ces derniers kilomètres en green, de façon à pouvoir optimiser ça et limiter au maximum l'empreinte carbone. Voilà, et après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que, et toi y compris, après ou ta femme, mais l'idée, c'est qu'on fasse attention de nous-mêmes au final, parce que ça va aussi passer par nous. On n'a peut-être pas nécessairement besoin, quand on achète une paire de chaussures, de l'avoir dans l'heure. On peut se dire, finalement, je ne vais pas attendre 15 jours. D'accord ? C'est ce que proposait il y a 10 ans en arrière un des leaders du e-com aujourd'hui, hein, et qui s'est mis, hélas, à la mode Amazon. Et est-ce que tu penses qu'on peut encore aller dans un magasin à pied ou à vélo aussi pour la paire de chaussures? Mais on peut. Voilà, donc en fait, je pense que j'aime bien prendre l'exemple du balancier. C'est-à-dire que là, on est parti, mais on est au max du max. Donc maintenant, il faut que le balancier reparte un petit peu vers le centre, qu'on se pose nous-mêmes des questions à un moment donné, hein, qu'on se dise, mais est-ce qu'on peut pas essayer d'être un peu plus, être un peu plus vigilant, faire un peu plus attention sur nos modes de consommation. Okay. Et heureusement, les marques nous aident, vont tenter de nous aider dans cela. Donc le luxe investit lourdement aujourd'hui dans le green. Donc j'espère qu'ils vont être le porte-étendard de ce type de strat. Mais voilà, je pense que ça passe aussi par nous. Donc à nous d'être un peu plus vigilants aussi. Quand on n'a pas besoin d'avoir une paire de chaussures dans l'heure, quand on peut bouger pour aller chercher, allons-y. Ok. Kamal ? Je vous ai donné tout à l'heure comme exemple Amazon parce que c'est forcément ceux qui ont créé un peu ce mouvement de livraison ultra rapide, etc. Sachez qu'ils sont en train d'en revenir. Ils sont en train de revoir leur modèle parce qu'aujourd'hui, impact sur l'environnement énorme, 2, coût. Ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon, quand ils ont lancé leur service, ils perdaient $1 milliard uniquement sur les frais logistiques. Aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont fait, Amazon Premium, etc., ils rentrent dans leurs frais, mais à peine. Donc, clairement, y a plusieurs choses. Il faut que le consommateur, évidemment, réfléchisse un peu. Et comme tu le disais, Bruno, à juste titre, avoir des produits en 1 heure, bon, c'est peut-être bien dans certains cas. Dans 90% des cas, on peut attendre 1 journée, 2 journées, 3 jours. Et l'impact de cette attente est énorme au niveau environnemental. Vraiment énorme. Ça permettrait d'économiser en carbone pas mal de tonnes. Ça, d'une part. Deuxièmement, il faut que toutes les entreprises qui expédient de toute façon, elles n'auront pas le choix bientôt, gardent à l'esprit le fait que l'environnement est important. Et ce que je veux dire par là, c'est que, il faut utiliser des emballages qui font du sens.
2, il faut prendre la bonne taille de carton. Ça vous paraît peut-être stupide, mais envoyer ça dans un carton 600, 400, 400, c'est une hérésie. Non seulement le carton est trop grand, donc on utilise du carton. 2, on transporte de l'air. Mais ça arrive très souvent quand vous commandez en ligne. Vous avez souvent un contenant qui est énorme par rapport au contenu. Et donc, il faut que les entreprises fassent cet effort de rationaliser le volet emballage. 3, effectivement, last mile, l'électrique, le vélo. Il faut qu'on arrête de penser que c'est juste pour le kiff. C'est une réalité. Il faut qu'on aille vers ça. Parce que sinon, les villes vont devenir irrespirables. Elles le sont déjà. Et si on continue en tout cas sur cette voie-là, on est mal barré. Laurent, tu voulais intervenir? Oui, pour répondre un peu à Bruno, que je suis complètement dans la démarche, mais la problématique, enfin ce que je ressens aujourd'hui, c'est que on nous pousse quand même à tout nous amener à la maison. À commencer par Netflix, après on a des plats de restaurants qui viennent chez nous, maintenant on a les courses qui arrivent chez nous, on peut faire nos courses chez nous. Je pense que la marche en arrière va être, il y a de certaines habitudes qui ont été prises, et pour revenir en arrière, je pense que ça va être un peu compliqué, malheureusement. Pour ce qui est effectivement de l'environnement, on avait réglé le problème avec Nabil dans le sens où on était parti sur moto électrique, vélo électrique. Bon, tout simplement aussi éviter les bons d'essence, etc., etc. Et pour effectivement, en termes de c'était effectivement pas compliqué de charger, et puis même un vélo, on peut pédaler, donc voilà. Nabil, sur l'environnement et derrière une autre question qui est une question synthèse. Moi, ce que je comprends, c'est que l'omnicanalité n'est pas encore là, que la logistique est encore dans les villes. Et en fait, la question que j'ai envie de lancer, question un peu conclusion, et l'omnicanalité à la marocaine, alors, ça ressemblerait à quoi? Ouais, cadeau. Alors, déjà sur l'environnement, c'est vrai qu'avec Laurent, on a testé nous le last mile en vélo électrique et en moto électrique, et franchement, ça a très bien fonctionné. On n'a pas nécessairement soulevé de problématiques particulières par rapport à ça, et ça nous a pas nécessairement coûté plus cher, parce que très souvent, quand on va vers le green, un peu comme dans l'agriculture, hein, quand on va vers le bio, ça coûte plus cher. Là, ça nous a pas coûté plus cher. Ça nous a pas forcément coûté moins cher non plus. C'est important, le fait de remplacer le fuel par l'électricité. Bon, ceci dit, sur cette question de l'environnement, moi, je prends beaucoup de recul, et je suis assez, je sais pas si c'est le bon terme, hein, mais assez straightforward, direct sur ça. Vous voulez que les gens changent leurs habitudes de consommation, il faut qu'il y ait un impact sur le prix, ou il faut que le législateur légifère. Point barre. Il ne faut pas s'attendre à ce que, par magie, on décide de commander moins, de machin. Donc là, si vraiment c'est une valeur qui importe pour les opérateurs, ben c'est vers ce type de réflexion qu'il faut aller. Parce que si on réfléchit, on peut effectivement limiter les flux, en disant si on livre moins rapidement, on peut grouper les commandes, ça fait moins de transport. Bon, ben le fait est qu'en développant l'omnicanalité, on développe les modes de consommation qui passent par ça. Ça veut dire plus de consommation de serveurs qui sont dans le cloud, qui consomment énormément de CO2. Et en fait, c'est un débat infini. Voilà. Donc, pour le résumer, je dirais que moi, c'est une problématique à laquelle je suis personnellement sensible. Maintenant, il faut que effectivement, soit il y ait une législation graduelle, pour ne pas violenter, que ça soit pas brutal, et il faut qu'il y ait un impact sur le prix. Alors, quelle serait l'omnicanalité à la marocaine? Bah, écoute, le temps nous le dira, Patrick. Ça va se mettre en place, et le temps nous le dira. Est-ce qu'elle va être particulière? Est-ce qu'elle va différer de ce qui se fait en Europe, où on parle souvent de l'outre-Méditerranée, mais il y a aussi l'outre-Atlantique? Honnêtement, je n'en suis pas convaincu. Peut-être que dans les opérateurs, il va y avoir de la spécificité, parce qu'on est dans des marchés qui sont spécifiques. On est dans des marchés où l'informel a encore beaucoup de place, et l'informel joue un rôle non négligeable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'informel aussi s'omnicanalise. Si tant est que je puisse me permettre le verbe.
vous avez un certain nombre d'opérateurs. Moi, j'ai vu en arrivant ici, c'est pas une blague, j'ai vu je sais pas quel type de voiture, c'était un petit utilitaire avec Darb Omar vos livres. Bon, je suis pas convaincu que si je fouille, je vais trouver un identifiant fiscal et autres. Mais je suis quasi convaincu qu'ils ont des flux. Pour l'anecdote, il y a une dizaine d'années, on lançait l'ancêtre de Jumia, l'ancêtre local, ça s'appelait My Deal Market à l'époque. Et on va voir quelques opérateurs structurés, parce qu'il en existe, à Darb Omar, et les flux avaient explosé. Et ça a forcément donné des idées à des opérateurs qui le sont un petit peu moins. Et donc, si spécificité locale il y aura dans l'omnicanalité, c'est l'intégration de ce type d'opérateurs dans toute la chaîne de valeur et voir comment est-ce qu'on va les intégrer dans tout ça. Mais au-delà de ça, je ne suis pas convaincu qu'on aura une spécificité marocaine dans la mise en place de stratégies logistiques omnicanales. Ok. Si Mohamed, chez vous, vous êtes résolu, vous allez aller jusqu'au bout, vous avez une stratégie claire, vous allez la déployer jusqu'au bout. Donc le multicanal existe, c'est une réalité. Vous allez enclencher la vitesse suivante, vous allez vraiment vers l'omnicanalité. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement, donc on est en train de travailler dessus. Donc il y a, de toute façon, le chemin est clair. Donc et il y a pas que l'investissement, les moyens et tout ça. Il y a aussi la culture, la mentalité, que ce soit de l'équipe ou bien des clients. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Ok, merci Juste beaucoup, messieurs. par rapport au point à l'environnement, donc par rapport à Magaversoir, on a essayé donc on a installé des panneaux solaires, par exemple, ça équivalent de 32 tonnes de CO2 quand même, et on est en train de lancer des consultations pour les moyens de livraison électrique. Ça coûte cher, mais on est en train de... Ça coûte cher et ça vous limite un peu en autonomie. Exact, exact. Au moins pour les motos, au moins pour les livraisons express. Donc, ça vaut la peine. Ok, merci. Bien, il est le temps de conclure. Ces entrepôts, pour répondre aux exigences omnicanales, on a essayé de faire le tour de la question. Avant de faire la phrase de conclusion, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît ? Ne soyez pas timide. Je n'en vois pas. Ah, une question au deuxième rang, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Myriam El Abouri. Je suis directrice d'un cabinet de conseil qui s'appelle Axialize Maroc. On est une filiale d'un groupe de conseil qui s'appelle Axialize, un groupe belge. Et on est spécialisé dans le domaine de la supply chain. Donc tout d'abord, je souhaite vous remercier pour le retour d'expérience. C'était vraiment enrichissant. Je voulais soulever un point. Donc on a parlé d'omnicanalité. On a parlé d'un certain nombre de prérequis que les entreprises devraient avoir avant d'entamer cette aventure-là. Donc, on a parlé des systèmes de gestion, ERP, OMS, TMS, WMS. On a évoqué le point de la qualité de la data, parce que si la data n'est pas bonne en amont, tout ce qu'on en sort par après, ça n'a aucun sens. Aussi, les images de stock, voilà, s'ils ne reflètent pas vraiment la réalité dans les différents points entre les hubs, les dark stores, les points de vente, etc., au final, on ne peut pas vraiment garantir le niveau de service pour les clients. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs entreprises, dès qu'on aborde en fait tous ces challenges-là, ils ont peur. Ils se disent, c'est pas vraiment notre corps métier, nous, on n'est pas des logisticiens. Alors, moi, je leur dis, pourquoi pas ne pas se faire aider par des spécialistes et faire appel à des prestataires logistiques, les 3PL et les 4PL. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est dans le marché marocain, où se trouve l'offre des 3PL et 4PL et est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt en vogue, qui va marcher dans les années à venir? Je vois déjà dans les logos des partenaires qu'on a déjà un acteur qui propose ce type de service, mais personnellement, je n'en connais pas beaucoup, donc j'aimerais bien bénéficier un petit peu de votre retour d'expérience. Merci. Messieurs, le marché des 3PL, 4PL au Maroc et l'omnicanalité qui se lance. Laurent, vas-y. J'en connais pas. Non, l'omnicanalité... des 3PL, les 4PL, ils sont alors à un moment donné effectivement
Pour ne pas le nommer, Ipsen Logistics s'était lancé dans la livraison en 30 minutes des capsules Nespresso pendant le Covid. Maintenant, Aramex aujourd'hui fait effectivement aussi ça, mais ça reste vraiment des marchés très ciblés. Aujourd'hui, j'ai pas en tête de 3PL ou de 4PL qui sont vraiment avec un axe de lancement d'omnicanalité ou de multicanalité. Nabil? Je vais compléter un peu ce que je dis. En fait, votre question elle est intéressante parce que des acteurs 3PL, 4PL, bon, il y en a quand même quelques-uns au Maroc. Il y a Ipsen, Aramex, La Voie Express, ils sont tous d'ailleurs exposants. Hein. La vraie question, c'est quand est-ce que eux, en tant que clients, c'est parce que ce sont eux, généralement, quand ils interviennent pour le compte d'un tiers, ce sont eux qui sont équipés en WMS, en OMS, en TMS. Donc, finalement, ce sont les clients de cette réflexion. Quand leurs propres clients leur imposeront d'aller vers l'omnicanalité, ils se mettront au pas, pour faire simple. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Si aujourd'hui, vous avez le sentiment que leur offre de service, elle est finalement standard, c'est parce qu'elle répond à ce que le marché demande. Ce que le marché demande aujourd'hui, déjà, il demande les WMS. Voilà, déjà, il demande des 3PL, effectivement. Mais ce sont des clients directs de ce type des systèmes d'information, des cabinets de conseil aussi, qui vont faire que demain, ils vont être à même eux-mêmes de proposer une offre intégrée et avec des stratégies et des opérations, parce que la stratégie c'est bien, mais après il faut descendre au niveau des opérations, omnicanal à leurs clients. Voilà. Alors, je vais juste rapidement compléter ce que vient de dire Nabil, pour dire qu'en fait, on a tout ce qu'il faut au Maroc. On a des 3PL, on a des systèmes d'information, on a des humains formés, on a tout. Ce qu'il faut, c'est que la demande vienne du client, donc des entreprises, et il faut que les clients de ces entreprises-là le demandent également. C'est uniquement ça, c'est cette mécanique qui doit se mettre en marche, mais on a clairement les fondamentaux pour arriver là où on doit arriver, que ce soit dans l'omnicanalité ou le traitement des différents canaux de distribution. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Les 3PL marocains sont au niveau, ils ont des outils, ils sont tous équipés de WMS, de systèmes de tracking, ils ont tous ou quasi tous des TMS, OMS, pas forcément encore, mais encore une fois, il faut qu'il y ait une demande pour que ces gens-là mettent en place ce genre d'outils. Et en fait, c'est peut-être la différence avec ce qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique, pour le coup, où on a vu des opérateurs spécialisés se développer dans la préparation fine, souvent d'abord dans le textile, parce que le textile, très souvent, préparait déjà à l'unité ces magasins avec ces systèmes de réassort 1 pour 1. Et finalement, on a vu les gros prestats racheter ces petites boîtes. En France, j'ai l'image de ID Logistique avec ses EPL. Et c'est par des acquisitions de spécialistes de la préparation fine que les gros prestataires se sont mis à devenir des prestataires omnicanaux finalement. Oui. Je voudrais pas faire d'impair. J'ai oublié quand même La Voie Express qui a lancé Ivex quand même pour lui dire et Relais Express. S'il est dans la salle, Mohamed, non, il l'est pas, ça va, t'es sauvé. Autre question dans la salle, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, Yassir Bouskaoui, je suis en charge de la supply chain Afrique pour une multinationale ici à Casablanca. En fait, ce que vous avez dit, Kamal, il est vraiment là. Pourquoi est-ce qu'on a des raisons concrètes? Pourquoi il n'y a pas cette demande réelle de ce type de service au niveau du Maroc? Et aussi, quand je vois un peu la structure aussi et le tissu économique marocain où on n'a pas que des grandes entreprises, il y a aussi des PME, des PMI qui peuvent aussi être intégrés dans la supply chain globale lorsqu'on parle d'un produit finaux et aussi d'un service client assez bon et assez exceptionnel. Donc, pour moi, est-ce que c'est aussi question d'investissement lourd pour ces petites et moyennes entreprises qui les freinent, ou c'est le besoin du marché actuel au Maroc où vraiment on n'a pas besoin de trucs sophistiqués pour gérer notre entrepôt ou nos entrepôts? Merci. Qui veut répondre? Qui veut commencer à apporter un élément de réponse? Ouais, si Mohamed. Juste donner mon avis. Donc, par rapport au point d'investissement. Donc,
Si on se compare de la méthode classique, donc avec un retour sur investissement, un payback, on va jamais s'en sortir. Et donc il faut, à mon avis, il faut oser quand même, avec une certaine limite, donc à investir, parce que les fruits ne seront pas collectés tout de suite, et donc il ne faut pas se comparer par rapport au chiffre d'affaires actuel. C'est le point que je veux quand même mettre l'accent sur ce point-là. Donc, il faut être velléitaire. Il faut le vouloir. Voilà. Il y a deux éléments. Je pense qu'il y a des entreprises comme AutoPlus qui prennent les devants et qui se disent, bon, ben, on va investir en espérant que ça porte fruit, justement. Et je pense qu'ils font une bonne démarche. Et puis, tu as toutes les autres entreprises qui vont finalement suivre. Une fois qu'ils vont voir qu'il y a un acteur qui a réussi, qui a une demande en face, ben là, ça va faire effet boule de neige et tout le monde va se mettre au diapason, parce que de toute façon, s'ils le font pas, ils vont perdre des parts de marché. Donc, c'est une inertie qu'on doit mettre en œuvre tous ensemble, et qui va faire en sorte que justement, on va arriver à ces modèles-là. Encore une fois, si c'est applicable, hein, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Mais c'est l'œuf ou la poule. Hein, est-ce que je mets les moyens et j'attends que le marché demande, ou est-ce que j'attends que le marché demande et ensuite je mets les moyens? Ceux qui ont investi les premiers, normalement, devraient en tirer profit aussi les premiers. Nabil, le repositionnement de Darkstore, finalement, c'est une réaction par rapport à l'acceptation du marché, non? C'est ça? Écoute, dans le monde de la start-up, moi, je dis souvent, il faut démarrer vite et il faut mourir vite. Il faut vite l'accepter. Il faut pas trop pousser. Nous, on s'est rendu compte que d'un point de vue modèle de rentabilité, on allait juste patauger et on n'allait pas s'en sortir. Donc, avant de concrètement, complètement mourir, on s'est juste réorienté vers une approche qui finalement bascule vers le multicanal, c'est-à-dire que on ne jette pas complètement les dark stores, mais on va être dans un mix entre dark store et les magasins d'une grande enseigne que je peux pas citer pour le moment, mais bon, vous le découvrirez assez bientôt, avec une intelligence, si je puis me permettre, dans la localisation, justement, le dispatch entre dark store et point de vente, des dark stores là où il n'y a pas le point de vente, hein, pour faire simple. Et on va petit à petit tendre vers l'omnicanal. Ça veut dire quoi, tendre vers l'omnicanal? Ça veut dire qu'on va unifier les stocks. Voilà. Alors, avant qu'on puisse unifier les stocks, il faut que notre partenaire soit capable de gérer ses stocks. Donc, on est dans cette phase-là où notre partenaire va profiter de ce que nous, on a développé d'un point de vue IT, parce qu'on reste aussi une boîte digitale avant tout. Hein. Notre métier, c'était pas forcément d'acheter et vendre des produits. On n'était pas très bon sur ça. En revanche, on a développé beaucoup de solutions IT et on va faire profiter notre partenaire de ça pour qu'ils puissent intégrer ça dans ses propres flux. Et dès qu'ils seront prêts, on va pouvoir passer d'une approche multicanal où chacun va avoir ses stocks qui vont être présents physiquement dans le même espace, mais virtuellement vont être dans deux stocks différents. Moi, j'insiste beaucoup, très souvent, sur cette notion de virtuel versus physique, parce que il y a quand même une petite différence entre les deux. Voilà. Mais moi, je vois un super signe là-dedans, parce que ce que je comprends, ce que je décode, c'est que ton partenaire, il a compris que c'était un avantage concurrentiel dingue. Et ce que je comprends, c'est que c'est quelqu'un qui est soit un nouveau entrant, soit quelqu'un qui a des parts de marché à aller chercher. Et donc, finalement, il fait sa différenciation avec ça, avec la multicanalité à mort, quoi. Clairement, c'est un nouvel entrant. On donne des indices, comme ça on va pouvoir le trouver. C'est un nouvel entrant et il a effectivement des parts de marché à gagner, donc il a tout intérêt à ne pas faire comme les autres. Et ça répond d'une certaine manière à la question de monsieur. Excusez-moi, j'ai oublié le prénom. Il y a des marchés où il y a une vraie pression concurrentielle. Et donc, quand on est en mesure de supporter les investissements, si tant est qu'ils soient lourds, parfois ils ne le sont pas forcément très lourds, eh ben, c'est quand même la raison. Vous allez créer votre avantage concurrentiel grâce à ça. Puis, à contrario, dans les marchés où la pression concurrentielle n'est pas très forte, vous avez tendance parfois à vous reposer sur vos lauriers et vous vous dites, bon, ben, on le fera quand on voudra ou quand on aura une pression particulière à le faire. Et c'est ma vision, hein, mais je trouve que de manière générale, sur le marché marocain et de manière peut-être culturelle, hein, je ne sais pas, mais on a une adoption à la nouveauté et à l'innovation qui est quand même un peu plus lente. Hein.
dans la région, hein, pour pas aller en Europe ou un truc. Hein, on peut prendre d'autres exemples qui n'ont strictement rien à voir avec la logistique. On a des wallets qui sont pas utilisés. Vous allez en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ou en Égypte. Bon, c'est monnaie courante. Hein, vous sortez votre téléphone, vous faites clic, on passe à autre chose. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours tout hein, chez nous, et c'est la problématique. Il y a toujours tout. Donc après, c'est une question de volonté et de pression. Ok, voilà. Merci. Dernière question dans la salle, et on libère pour la prochaine conférence qui va traiter de l'empreinte carbone. Allez, dernière question pour la route. Merci. Bonjour, merci pour votre partage d'expérience. Je m'appelle Gmeri Mustafa, formateur expert en pièces de rechange automobile. Bien, toute entreprise s'intéresse de plus en plus à la logistique. Ma question, est-ce qu'il y a un impact de la logistique sur l'amélioration de profit? Voilà ma question. Merci. Bonne question. Simo. Donc, je pense que personnellement, je le dis toujours. Donc, par rapport à la logistique, c'est pas la notion classique d'un simple centre de coût, donc ou bien une fonction support. C'est plutôt vraiment un catalyseur à la croissance de l'entreprise. Et donc, ça contribue ça contribue à la croissance de l'entreprise, au développement de l'entreprise, l'amélioration de l'image de marque, l'augmentation des parts de marché. Bien sûr, ça, on le sent. Et donc, on y croit. Voilà. Donc, comment? Bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure, par exemple, rien que le sujet de la gestion de retour, c'est pas, donc, ça peut casser la partenariat avec un client, ça peut faire perdre un chiffre d'affaires énorme. Et donc, ça, c'est un exemple, la livraison. Donc, vu la concurrence, les clients deviennent de plus en plus exigeants en termes de délai de livraison. Par exemple, ici à Casa, maintenant, on parle de 40 minutes. Rien que l'embouteillage, c'est pas évident. Mais il y a de la concurrence, donc c'est l'occasion de faire mieux, de s'améliorer. Et donc, c'est là où ça contribue à l'augmentation du chiffre d'affaires. Kamal. Peut-être juste un dernier point, une dernière petite intervention. Évidemment que le coût est au centre de tout aujourd'hui. Personne ne peut donner du service sans le mesurer et sans savoir ce qu'il coûte. Je pense que, comme l'a dit Bruno, la logistique et la supply chain aujourd'hui a une vraie place dans l'entreprise parce que justement, on est là pour optimiser les coûts et pour faire en sorte que les entreprises soient profitables et que le service que vous offrez à votre client, je mettais l'emphase tout à l'heure sur le service, maintenant il ne faut pas que ça soit un service à n'importe quel prix. D'accord ? Il faut évidemment mesurer. Nabil l'a dit, il aurait pu offrir un super service, sauf qu'il s'est aperçu que le modèle économique, il tenait pas la route. Donc il a pris la sage décision de se dire, je me réoriente vers quelque chose. Donc évidemment que la notion de coût est essentielle. C'est une brique, une des briques les plus importantes du métier du logisticien ou du supply chain manager. Ouais, Laurent. Juste rapidement, effectivement aussi, la logistique, c'est une vision sur vos stocks. Et donc, ça a un coût. Et effectivement, faire tout simplement des inventaires avec un outil qui va répondre entre le réel et le virtuel va vous faire faire des économies. Et finalement, et ça sera le mot de conclusion, dans un monde omnicanal, bien sûr que les entrepôts changent. Ils sont plus technologiques, ils sont plus techniques, ils sont mis en œuvre par des gens qui sont nécessairement formés. Ils sont localisés différemment, mais il faut jamais perdre de vue que la logistique s'adapte à la maturité de la distribution et des modes de distribution. Et tant que au Maroc ou ailleurs, vous avez des modes de distribution qui restent traditionnels, etc., la logistique doit rester traditionnelle. Donc la logistique, finalement, elle s'adapte à des modes de consommation. Et la clé pour arriver à l'omnicanalité, c'est ça, c'est bien le changement des modes de consommation. Ça sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous de votre attention.